Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan de lecture de janvier et février parce que je vous ai pas fait de vidéo le mois dernier et en fait je pense que je vais faire comme ça une vidéo tous les 2 mois ou 3 mois, ça dépendra si je lis beaucoup ou pas. Là clairement je vais prendre mon carnet de lecture, j'ai lu 5 livres, enfin 5 livres. Il y a une BD, un manga et un petit livre à côté. Et je suis encore en train d'en lire un, mais je l'aurai pas terminé avant la fin de... Enfin, je l'ai pas terminé fin février, je le continue encore là en mars. Donc du coup, bah je le mets pas dans ce bilan là. Mais je vais commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai lu en commençant janvier 2022, qui est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et donc du coup, j'ai mon avis, j'ai même fait un petit truc. Si vous voulez une vidéo où je vous dis comment je fais mes carnets de lecture, dites-le moi, je vous en ferai une de vidéo. Donc du coup, pour Un palais d'épines et de roses, j'ai trouvé que ce young adulte avait mérité plutôt la réputation qu'il avait sur Booktube, Bookstock, etc. Parce que il est effrayant, vraiment, de par sa taille, mais tous les livres de Sarah J. Maas sont effrayants par leur taille. Mais en réalité, le tome 1 est très facile à lire et se lit très rapidement. On y découvre un monde divisé en deux, un monde incroyable, avec d'un côté les humains, plus particulièrement la famille de Feyre, ou Fer, je sais pas comment on dit. Et de l'autre, on a donc les immortels, les Fae, qui vivent à Prician, un monde vraiment magnifique. Et du coup, on va suivre l'histoire de Feyre qui va faire tout pour subvenir aux besoins de sa famille, quitte à abandonner tout ce qu'elle aime, toutes ses passions, etc., juste pour aller chasser et nourrir sa famille l'hiver. Et du coup, elle va tomber sur un loup qu'elle va penser être un immortel, puis un loup, et ensuite du coup elle va le tuer et au final c'était un immortel. Et du coup nous avons Tamlin, un fae grand seigneur, qui va venir kidnapper Feyre pour l'emmener à Prician, puisqu'elle a tué un immortel. Donc sa sentence, on va dire, pour avoir tué un immortel, c'est de venir vivre dans leur monde à Prician et d'être la prisonnière de Tamlin. Bien qu'elle soit faite prisonnière par Tamlin, en réalité, sa prison n'est pas du tout une prison comme les autres, puisque c'est un palais doré, dans une cour bordée par le printemps. On est loin de Belle dans La Belle et la Bête parce que, pour vous dire, en gros, Un palais d'épines et de roses, au départ, c'était juste un livre, un remake de La Belle et la Bête. Et on est vraiment loin de Belle de La Belle et la Bête parce que vraiment, Feyre, elle est courageuse, intrépide et elle est loin d'être une princesse. Clairement, c'est une combattante avec un caractère haut en couleur et j'ai vraiment bien apprécié ce détail d'elle, je me suis reconnue dedans beaucoup de fois. Pour ce qui est de Tamlin, donc c'est le personnage masculin, personnage principal masculin de l'histoire, on n'a pas son point de vue, mais par contre vraiment je le déteste. Clairement, je l'ai détesté tout le long de ma lecture, du début à la fin. Et en gros, j'ai trouvé que c'était un personnage vraiment malsain, parce qu'en fait, la relation qui va fonder avec Feyre, elle est basée sur des bases qui ne sont pas du tout bonnes. Et pour moi, c'est pas une bonne relation. Du coup, dans pratiquement tout le livre, on va découvrir le monde de Prician, on va découvrir surtout la malédiction qui tourne autour de la cour du printemps et surtout autour de ses habitants, puisqu'ils portent tous un masque et on ne sait pas pourquoi. Donc, à travers les yeux de Feyre, on va on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce masque jusqu'à la fin. Donc du coup, à l'entrée dans le monde des Fae, le rythme du livre est un peu plus lent parce que on a beaucoup de détails qui apparaissent d'un coup et il faut tout assimiler pour comprendre tout le monde, etc. Parce que sinon, après, on sera un peu perdu. On rencontre les nouveaux personnages qui vont faire apparition parce que au départ du livre, on a juste Nesta, Elaine et le père de Feyre, donc du coup juste sa famille. Et au final, quand elle arrive dans le monde des Fae, on rencontre plein de personnes telles que Lucien ou Alix qui sont vraiment des personnes, moi je les considère comme des personnes mais c'est des personnages, mais bref, vous me comprenez. Et ce sont des personnes vraiment importantes dans l'histoire et vraiment on s'y attache rapidement. Ensuite on a une troisième partie, la troisième partie du livre, elle est vraiment palpitante,
elle est radicalement différente du reste du récit. Et clairement, en fait, j'ai pas pu lâcher mon livre d'une seule semelle parce que il y a action sur action, dénouement sur dénouement, et du coup, vraiment, t'as juste envie de continuer et de pas t'arrêter. On fait la rencontre d'Amaranta, donc notre antagoniste. En gros, Amaranta, c'est la méchante, mais la raison pour laquelle elle est devenue méchante, je la trouve un peu faible, même si elle joue extrêmement bien son rôle. Et c'est vraiment une sadique qui fait subir pas mal de choses à Feyir. Et vraiment, ce moment-là du livre est extrêmement cool. Vraiment, j'ai bien apprécié. Mais j'ai surtout apprécié parce qu'il y avait Rhysand en vrai. Rhysand, c'est un personnage un peu mystérieux. Et on sait pas vraiment si il est gentil ou méchant dans ce tome-ci. Et vraiment, c'est un personnage qui m'a énormément plu. Il est ni bon ni mauvais et il est très attachant. Clairement, moi je me suis attachée à lui dès la première seconde que je l'ai vu. Oh, changement de luminosité, le soleil est parti. Et donc clairement, en vrai, les 100 dernières pages sont extraordinaires. Et enfin, on s'y croit vraiment, on suit les rebondissements et on en prend plein les yeux. Et on a l'impression d'y être, clairement. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de terminer ce tome-ci pour reprendre le deuxième. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Pour le tome 1, donc du coup de Akotar, j'ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que bah pour moi, le 0,5 que j'ai enlevé, c'est clairement la présence de Tamlin. Et j'aurais peut-être pu carrément enlever plus parce que c'est vraiment un personnage que j'ai détesté. Du coup, le second livre que j'ai lu au mois de janvier, c'est le manga tiré du webtoon Bâtard. C'est un ami à moi qui me l'a prêté parce qu'il a adoré ce webtoon et du coup il voulait que je le lise, mais j'ai pas vraiment accroché, on va dire. Du coup, je vais vous donner un conseil si vraiment vous voulez découvrir quand même ce manga, enfin ce webtoon, c'est de ne pas lire le résumé de la quatrième de couverture parce qu'en fait il spoil pratiquement toute l'histoire et je trouve ça hyper dommage. La lecture est agréable, les pages s'enchaînent assez rapidement et la mise en page est vraiment très très cool. C'est ma première expérience dans le webtoon papier, même si je compte acheter Lord Olympus bientôt, mais je suis assez surprise dans le sens où ce webtoon là du coup je l'ai pas vu en webtoon et les pages sont noires, la plupart des pages sont noires, je l'ai pas là, je lui ai rendu et je ne compte pas lire les tomes suivants, je vous explique pourquoi après, mais du coup il y a certaines pages qui sont noires et c'est cool sans être. Pour ce qui est de l'histoire déjà, elle est prenante et du coup la couleur noire des pages aide à la mise en place de l'ambiance, on va dire, qui est assez sombre et oppressante. On suit pas mal de personnages, enfin on suit le point de vue d'un seul personnage, mais il y a beaucoup de personnages et ils ont des caractères vraiment différents les uns des autres, donc ça c'est cool. Mais l'évolution du personnage principal, donc Jin, elle est vraiment très prévisible et son père, vraiment je suis pas fan du tout. C'est en partie pour ça que je ne veux pas lire la suite parce qu'en fait le personnage du père est vraiment oppressant et vraiment très spécial et je suis pas pour du tout. Clairement je voulais quand j'ai écrit mon avis, je voulais quand même lire le tome 2, j'ai essayé et j'ai abandonné. Donc voilà, parce que je voulais connaître le déroulement de l'intrigue, mais au final je me suis dit que ça servait à rien. J'ai laissé tout. Pour vous expliquer un peu, c'est un thriller psychologique qui te donne quand même une intrigue assez sympa, dans le sens où à la fin du tome 1 tu sais pas vraiment ce qui va se passer et là le début du tome 2 que j'ai lu et que j'ai abandonné, on sait toujours pas si vraiment ça va bien se passer ou pas, mais voilà. Je mettrai quand même une petite mise en garde parce que il est quand même assez gore et c'est une ambiance malsaine et vraiment très oppressante, donc pour les personnes qui n'aiment pas lire ça ou qui ont du mal avec ça, je vous le déconseille. En vrai oui, en fait cet ouvrage là il convient à un public averti quoi. Pour le tome 1 de Bâtard, j'ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que du coup il était cool, j'ai bien aimé. J'avais mis un 4 au départ mais vu que j'ai pas continué la saga, j'ai mis un 3,5 du coup, mais voilà. Pour le mois de février, bien entendu, comme vous vous en doutez, j'ai lu Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, donc le tome 2 de Akotar, et vraiment je suis trop contente, vraiment. Donc en gros, je sais pas vraiment par quoi commencer parce que j'ai ressenti tellement d'émotions, etc. C'est ouf. Je peux clairement dire déjà que ce livre ne me laisse pas indifférente. Et que c'est la première fois que je préfère largement le tome 2 au tome 1. La plupart du temps, quand je lis des sagas,
le tome 1 est bien, le tome 2 est moins bien, le tome 3 est pire. Le fait que le tome 2 soit meilleur que le tome 1, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois et je sais pas si j'ai encore le même avis que quand j'ai lu la première fois. Et c'est les tomes Maybe Someday, Maybe Not et Maybe No où j'avais surkiffé l'histoire de Maybe Not. Mais j'avais moins aimé l'histoire de Maybe Someday qui est le tome 1. Après, vraiment, je sais pas si maintenant, si je les lis, j'aurai toujours le même avis. Donc voilà, je préfère pas m'aventurer là-dessus. En gros, la première partie du tome 2 montre Feyre malheureuse à la cour du printemps et qui fait des cauchemars et des cauchemars et des cauchemars de ce qui s'est passé sous la montagne dans le tome 1. Elle n'arrive pas à faire face à ses actes. J'essaie de formuler mes phrases pour pas spoiler. Je m'excuse déjà si je spoil, hein, mais je fais de mon mieux. En gros, l'histoire commence à être intéressante dès que Rhysand apparaît et qu'il exige de Feyre de remplir sa part du contrat qu'ils ont passé sous la montagne. Et bien entendu, c'est ce moment précis où il ne fallait pas intervenir et c'est ce moment précis où je priais pour qu'il intervienne. Parce que du coup, bien entendu, Feyre va faire en sorte que il l'exaspère, qu'il fait chier d'être venu là, excusez-moi pour ces termes, mais en réalité, elle cherchait juste un échappatoire parce qu'elle ne voulait pas faire l'action qui lui était demandée. Ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. J'ai un fanart sur mon mur de cette scène. Pour ce qui est de l'intrigue, je trouve qu'elle est folle. Il y a tellement de revirements de situation qui se passent que tu sais pas vraiment où donner de la tête et en même temps t'adores et t'es là que pour kiffer. Et je vais pas parler de l'histoire en elle-même parce que j'ai peur de spoiler réellement et je m'en voudrais toute ma vie si quelqu'un me dit dans les commentaires putain tu m'as spoil. Et c'est surtout que j'ai pas envie de vous cacher la lecture, j'ai envie que vous puissiez voir par vous-même tous les moments qui m'ont plu, tous les moments qui m'ont fait pleurer, tous les moments qui m'ont fait rire, etc. Pour ce qui est de la fin du tome 2, elle est incroyable. Vraiment incroyable. Et l'autrice est diabolique. Vraiment. J'étais au bout de ma vie et j'ai même une vidéo que je peux vous mettre maintenant. Ça y est, j'ai terminé le tome 2. Voilà pourquoi je voulais pas le terminer. Putain, il m'a brisé. Bâtard. J'avais du mal à tourner les pages tellement mes yeux étaient trempés parce que je pleurais. Même si je savais que la suite allait être bien, etc. et que tout allait bien se passer, non, il fallait quand même absolument que je pleure et ça m'a fait du bien de pleurer, mais en même temps, genre... En fait, je m'accroche trop aux personnages et je me mets trop dans leur peau et du coup, bah, ce qui s'est passé là, ça m'a fait pleurer. Voilà. J'étais absolument pas préparée à cette fin. Et j'ai rien vu venir. Donc du coup, dans ce tome, bien entendu, on fait la rencontre de beaucoup de personnages secondaires qui sont incroyables. Je pense notamment à Cassian, Azriel, Morrigan et Amren, vraiment, c'est des beautés. En fait, tous ces personnages-là, ils sont secondaires, mais ils ont une personnalité et une histoire différente, chacun, et vraiment très touchante. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'attache même aux personnages secondaires et qu'on a envie d'être leur meilleur ami. Là, ça va être un peu spoil parce que je vais parler d'une relation qu'il y a dans le livre, mais si vous n'avez pas encore lu le livre ou que vous en êtes qu'au tome 1, ça va vous spoil, donc je vous préviens. Et je vous mets un compteur ici, ou là, ou je sais pas où, qui vous dit d'aller à cet endroit-là pour ne pas être spoilé. La relation entre Rhysand et Feyre évolue petit à petit, et vraiment, c'est impeccable, et je ne vois pas en fait comment elle aurait pu évoluer autrement. Ce tome est quand même plus centré sur Rhysand que sur Feyre, mais en même temps, ça peut se comprendre. Il y a tellement de choses à dire sur Rhysand que voilà, on est bien obligé d'en apprendre un peu plus sur ce personnage, même si c'est Feyre qui raconte et que c'est Feyre la narratrice du coup. Et je comprends vraiment pourquoi l'autrice a voulu centrer l'histoire sur eux deux et sur leur relation et sur chacun des personnages. On en apprend vraiment beaucoup plus sur Rhysand, mais aussi sur Feyre. Faut pas se tromper, on en apprend quand même pas mal sur Feyre. Le chapitre 54 est vraiment saisissant. On apprend on obtient des révélations de la part de Rhysand qui sont incroyables. L'autrice avait déjà tout prévu depuis le début au final et c'est dingue. Et bien entendu, le chapitre suivant, le chapitre 55, il est poignant et sauvage. Je n'en dirai pas plus, mais ceux qui ont lu, bien entendu, vous savez de quoi je parle. Donc, je vais terminer ma review sans spoil. Si certaines personnes n'étaient pas vraiment convaincues par le tome 1, qui trouvaient ça un peu long ou alors un peu gnangnan,
clairement le tome 2 est totalement différent et il est extraordinaire, vraiment. Donc, même si vous pensez que le tome 1 ne vous a pas plu, donc du coup le tome 2 ne vous plaira pas, lisez le tome 2 quand même parce que vraiment, c'était juste incroyable pour moi. Et le tome 1 ne m'avait pas vraiment bien plu parce que je détestais Tamlin. Et le tome 2, vraiment, il m'a régalé. Donc, vous devriez vous en douter, mais j'ai mis 5 sur 5 pour ce tome-ci parce que ça a vraiment été un coup de cœur. On passe au livre suivant qui est une BD. Et oui, si vous avez vu mon unboxing, je crois qu'il est sorti. Je vous le mets dans le petit i. Donc du coup, c'est la BD Bleak de Squeezie que j'ai lue. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je savais pas vraiment à quoi m'attendre en lisant cette BD. Parce que j'adorais les vidéos thread horreur de Squeezie. Vraiment, c'était genre un bonheur. Puis j'adore l'horreur en lui-même. Donc je me suis dit qu'il ne t'entend rien à rien, quoi. Donc j'ai lu la BD. J'ai été très surprise, mais aussi très déçue. Je vais vous expliquer pourquoi. La BD en général, elle est vraiment bien. Les histoires sont cool et bien trouvées. Et j'ai bien aimé aussi que on change de dessinateur à chaque histoire. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé les histoires très courtes. On restait vraiment sur notre fin à chaque fois qu'on lisait. En réalité, le point négatif que je retiens, c'est le changement brutal entre chaque histoire. Parce qu'il faut s'adapter à la fin de l'histoire précédente qui nous laisse sur notre fin, et en même temps, genre, on se dit, ça aurait pu aller un peu plus loin. Le changement de dessinateur, qui est vraiment très flagrant, et du coup, il faut s'y habituer. Et du coup, la nouvelle histoire, il faut s'y habituer aussi parce que on rentre dans une nouvelle histoire. Le point positif que je peux retenir, je dirais que chaque histoire est vraiment différente de la suivante. Et les mécaniques sont folles et les chutes, n'en parlons pas. Je pense que cette BD, il faut la lire en plusieurs fois. Et qu'il faut lire genre une histoire par soir, un truc comme ça. Mais il faut pas lire les 3 histoires d'un coup. Mais je reste quand même sur mon avis de les histoires sont trop courtes et que pour le prix, elles méritaient d'être un peu plus longues. Surtout que moi j'ai pris du coup la box à 70 €. Enfin, c'est mon frère qui me l'a offert, mais il a pris la box à 70 €. Et certes, dans la box à 70 €, il y a tout ce qu'il y a autour, mais la BD, je crois qu'elle coûte 17 €, quelque chose comme ça. Et pour 17 €, elle aurait pu être il manquait des pages. Donc du coup, pour cette BD, j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que elle était vraiment cool, les histoires étaient bien aussi, mais je suis restée sur ma faim. Ensuite, du coup, fin février, j'ai lu Femme libre de la mythologie de Anne Lanoé et Alice Dussutour. Et je l'ai lu en version e-book. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué parce que les images, on les voyait pas si bien que ça, etc. Mais je sais que je l'ai vu dans une bibliothèque, dans une librairie plutôt. Et c'est un beau livre avec de belles illustrations, vraiment. Et c'est des personnages féminins à connaître, certes. Mais je vais passer mon coup de gueule. L'introduction, elle est parfaite. Et tout est clair sur la difficulté d'être une femme pendant la mythologie grecque. Et tout est clair aussi sur la place qu'a le héros et non l'héroïne. On est d'accord sur ça. L'introduction, vraiment, quand j'ai lu l'introduction, je me suis dit putain, le livre va être génial. Quand j'ai lu l'introduction, je me suis dit le livre va être génial. Le livre montre de belles histoires où les femmes relèvent la tête et affrontent leur destin. La plupart du temps, ce sont des femmes violées et très souvent punies par leur viol. Pour leur viol, pardon. L'une d'elles est enlevée enfant quand elles ne sont pas prises de force par certaines personnes. Qu'est-ce que je pourrais dire? En gros, l'autrice, elle a fait une représentation de Zeus étrange pour le choix du livre. Elle a représenté Zeus comme un séducteur qui n'en a rien à foutre des conséquences de ses actes. Et elle a représenté Héra sans la représenter, parce que du coup, on n'a même pas une page sur Héra. Et elle a représenté Héra comme une femme jalouse qui s'en fout que ce soit Zeus qui soit en cause et qui attaque toutes les amantes de son mari alors que ces femmes n'ont rien demandé pour la plupart du... Alors oui, on ne va pas réécrire les mythes. Je suis d'accord avec vous.
mais peut-être qu'il serait sympa d'utiliser des termes français et surtout de vrais termes pour décrire les actes qu'a commis Zeus. Il faudrait utiliser des actes pour préciser que, en fait, durant la mythologie, c'était une société patriarcale fondée sur la domination des hommes sur les femmes. Il faut montrer ce genre de choses parce que c'est un livre qu'on va faire lire à nos enfants et je vois pas en fait la morale que donne ce livre. Ce serait bien de faire comprendre aux enfants ou même aux adolescents qui lisent ce livre que c'est pas ça la vie. Sinon en fait, quel est le message qu'on veut leur faire passer? Que la vie est dure, mais que c'est la vie et qu'on peut rien y faire, qu'il faut juste relever la tête et continuer. Moi, je ne crois pas que ce soit ce message-là qu'il faudrait faire passer aux femmes, surtout à notre époque. En voyant les histoires de la mythologie, en fait, on aurait pu vraiment leur montrer qu'il faut se battre pour qui on est. Moi, il y a certaines histoires qui m'ont quand même retenue et je les ai mis en dessin. C'est l'histoire de Déméter surtout, qui se bat corps et âme contre Zeus et ses frères pour sauver Perséphone. Clairement, sa fille, Corée. Et du coup, la posture de Déméter dans cette histoire montre qu'une femme est battante et qu'il faut se battre pour ce qu'on veut, il faut se battre pour tout ce qu'on aime. Et il y a d'autres histoires où clairement j'étais là en mode non mais il faut pas faire comprendre ça aux enfants parce que c'est un peu compliqué quoi. Et c'est surtout malsain et il y aura pas de morale après à la fin du livre sinon. Donc voilà, pour ce livre-ci, je lui ai mis la note de 3,75 parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires de femmes qui sont badass et qui ont été abordées dans l'histoire. Donc du coup, voilà. Mais moi, je prendrais peut-être l'exemple de Gaïa qui, en fait, on explique dans le livre donc qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a accouché et qu'elle est retombée enceinte d'un de ses fils. Je crois que c'est Uranus, je sais pas, je me souviens plus. Et en gros, ce dernier ne veut pas qu'elle accouche parce qu'elle ne veut pas qu'elle ait d'enfant et du coup, il ne veut pas surtout avoir de rival. Donc, il va l'empêcher de féconder. Enfin, non, pas de féconder, mais il va l'empêcher d'accoucher, on va dire. Et du coup, Gaïa, qui veut accoucher parce que ça l'a fait souffrir, elle va demander, au lieu de se battre, elle va demander à un de ses enfants qui est dans son ventre de faire un acte pour qu'elle soit libérée en fait de la domination d'Uranos pour que Cronos, pour que les enfants naissent. Et c'est Cronos qui va faire qui va faire l'action qu'elle lui demande. Je spoil pas, c'est pour ça que j'utilise des mots, je cherche des mots, etc. Mais du coup, quand on lit cette histoire-là, on voit quand même qu'elle souffre, etc. Oui, on voit que c'est dur d'être une femme dans la mythologie. Mais on voit pas qu'elle est battante, on voit pas qu'elle est forte, on voit pas qu'elle est libre. Parce que du coup, elle est dominée par Uranos, et c'est Cronos qui la sauve. Un homme qui la domine, et c'est un homme qui la sauve. Donc du coup, ça m'a un peu saoulée. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc du coup, la vidéo est terminée. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur mon carnet de lecture. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous préférez le faire tous les mois, si vous préférez tous les 2 mois, etc. Et voilà, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous, lisez beaucoup, écrivez beaucoup. Et bisous. Bye bye.